Alors François, État et marché, État ou marché? Merci Nathalie. Avant de répondre à la question, puisque je vais m'efforcer d'y répondre, vous avez dit que j'étais un fidèle du Lonzac. Moi, je sais que l'année prochaine, si on me pose la question où tu vas, je dirais au Lonzac. Donc déjà, au moins, il y a une certitude, c'est qu'on sait que chaque année, on peut venir ici. En 1818, le poète Percy Shelley est fatigué et il doit se reposer. Il part avec sa maîtresse, qui va devenir sa femme, Marie. Il va dans le nord de l'Italie, et d'ailleurs, il y est aussi avec Oscar Wilde, et il s'ennuie terriblement. Et Wilde dit, chacun d'entre nous devrait écrire un conte un peu fantastique. Et Marie, qu'on connaît maintenant sous le nom de Marie Shelley, écrit un conte fantastique qui s'intitule Frankenstein. Alors vous connaissez tous, bien sûr, j'imagine, le film de James Whale avec Boris Karloff, et dans l'imaginaire, on croit que le monstre, c'est Boris Karloff. Or, oui, on dit le monstre, c'est Boris Karloff, ça c'est bien, c'est juste, mais on l'appelle Frankenstein. En réalité, c'est le docteur Victor Frankenstein qui a inventé ce monstre. Et pour résumer une histoire qui est assez ennuyeuse quand on lit le livre, et assez plate, étant donné que le docteur Victor Frankenstein n'a pas éduqué son monstre, à qui il a donné la vie, ce monstre fait n'importe quoi, il n'a aucune valeur, il tue tout le monde, il tue le frère du docteur, enfin bref, c'est une histoire abominable. C'est un monstre qui échappe complètement à celui qui lui a donné naissance. Pourquoi est-ce que je raconte cette petite histoire? Tout simplement parce qu'il me semble qu'elle peut peut-être évoquer la relation qui existe entre les États et les marchés. Il y a quelque chose qui me gêne dans la question État et marché, État ou marché, mais je vous l'ai dit, j'ai fait aussi la remarque sur le français, moi je pensais qu'il fallait dire où c'est que c'est y qu'on va, et non pas et maintenant où on va. Et sur le marché, marché ou État, je suis un peu gêné parce que de plus en plus dans notre société, on a tendance à penser que c'est effectivement une opposition ferme, où on laisse le marché, où on intervient sur le marché. Mais le marché est un enfant de l'État. Le marché, c'est une construction de l'État. Je n'ai pas besoin de vous donner 25 000 preuves, je vous donne juste un exemple. Ça fait 50 ans qu'on essaye de construire un marché unique. Le marché unique européen n'est pas tombé du ciel, on ne l'a toujours pas. Donc le marché, c'est une institution, c'est quelque chose qui est construit, et bien entendu, il faut voir ensuite comment on le fait fonctionner. Et je reviendrai sur le propos qu'a tenu tout à l'heure Mariette, parce que je crois qu'on a le droit d'être intertabulaire. On est un tout ce qu'on veut. D'accord. Puisqu'elle a parlé de coopération, c'est vraiment un lieu de coopération le marché, mais il faut évidemment s'entendre sur ce que c'est que la coopération sur le marché. Je ne reviendrai pas parce que j'entends Marc dire à Charles-Henri, mais tu en parles, est-ce que tu parles de Polanyi et du marché chez Polanyi? Non. On en a quelques-uns. Bon, d'accord, ok, d'accord. Bon, d'accord. Bon, alors je vais pas merde, ils sont d'accord. Bon. Ça commence pas très bien. Si on est d'accord, ça commence pas très bien. Non mais ça va se dégrader. D'accord. J'espère. Une deuxième remarque introductive renvoie au niveau auquel on se situe, au niveau géographique. Moi, je ne me suis pas situé à un niveau français ou à un niveau européen, mais en prenant le niveau mondial. Parce que si on dit État ou marché, État et marché, il ne faudrait pas qu'on ramène ça simplement à la perception que les Français ont du marché, qui, comme vous le savez, est assez mauvaise. Il y a une petite majorité de Français qui plaident pour l'économie de marché. Économie de marché ne voulant pas dire non plus d'ailleurs marché au sens strict. Les Français se méfient beaucoup du marché, et d'ailleurs en France, comme on pense que le marché a des ratés, comme on pense que le marché ne donnera pas de bons résultats, on le corrige dès le départ, on l'empêche de fonctionner naturellement, ce qui est assez curieux pour un Américain. Un Américain, c'est quelqu'un qui ne comprend pas qu'on ne laisse pas faire le marché, et puis ensuite on le corrige ou on ne le corrige pas. Là, cette remarque, ça me renvoie à une troisième remarque sur ce que nous sommes en train de vivre, parce qu'à plusieurs reprises j'ai entendu le mot crise. Vous savez qu'il y a d'autres personnes qui parlent de mutation, il y en a d'autres qui parlent de métamorphose. Certains pensent que c'est un coup de tabac et qu'on va revenir à une situation précédente. Je crois que si on prend un tout petit peu de recul vis-à-vis de ce qui se passe, et ce qui a été abordé dans la table précédente, notamment par Hugues,
je crois, trouve un écho dans ce que je vais dire. Quel est le modèle socio-économique dans lequel nous vivons depuis la révolution industrielle? Évidemment, je fais court et très ramassé. C'est un modèle qui est fondé sur 3 séquences, extraordinairement simples dans leur énoncé, bien sûr. On extrait, en général, des matières premières, y compris, bien sûr, des énergies fossiles. On transforme et on rejette. Le problème, vous le savez, on le sait tous ici, c'est qu'il existe une raréfaction des énergies fossiles. Donc un certain nombre d'observateurs, d'analystes, d'économistes, de gens disent on ne peut plus continuer à extraire de la même manière. Et vous le savez aussi, quand on rejette, on dit on dégrade, il y a des nuisances, ça touche la planète, donc il ne faut plus rejeter de la même manière. Ou en tout cas, il faudrait réduire ces déchets. Ce qui fait qu'un certain nombre de réactions vis-à-vis de ça consiste à mettre en cause la séquence du milieu, c'est-à-dire la transformation, en disant on ne peut plus continuer, il ne peut plus y avoir de croissance, il faut peut-être aller dans la décroissance. Vive Jean-Sébastien Bach. Je vais le dénoncer, c'est l'abbé Lamorandais qui a son téléphone branché. Mais moi, ça m'indique quelle est votre référence divine. Et donc, Exactement. et j'approuve. Et j'approuve. C'est un des miens aussi dans mon panthéon. Au milieu, cette transformation, comment elles seront faites? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des tas de solutions qui sont proposées, comme l'économie circulaire, comme supprimer la propriété des biens et valoriser, supprimer en tout cas, faire décroître la propriété des biens et valoriser la location des biens, l'économie d'utilité, etc., etc. Mais ce qui est nouveau, et c'est peut-être ma 4e remarque, il y en a 18, chère Nathalie, ce qui est nouveau, c'est que dans ce monde qui est en train de se métamorphoser, si vous regardez du côté de nos sociétés, vous dites oui, c'est difficile, c'est ennuyeux, mais si vous regardez, si vous aviez posé la question, et maintenant où on va, en Chine, en Inde, au Brésil, pour prendre les plus connus des pays émergés avancés, ils vous répondront très simplement, on sait très bien où on va, on veut vivre aussi bien que ce qu'ont vécu les pays occidentaux depuis 2 siècles. C'est très très simple, et on ira, et on continue d'y aller, et tant pis pour eux, si eux n'y vont plus. J'ai participé à un colloque il n'y a pas très longtemps, enfin si, une dizaine d'années, à Yogyakarta. Il y avait à côté de moi un anglo-saxon qui était, je crois, un asiatique, et qui, chaque fois qu'il parlait, quand il prenait la parole, il parlait des NDC, des NDC, des NDC, des NDC. Moi, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, et je me suis dit, bon, ça y est, je ne suis plus dans le coup, quoi. Il faut que je retourne à l'école. Alors, il était à côté de moi, donc quand il est revenu s'asseoir à côté de moi, je lui ai demandé, mais what is NDC? Il dit, NDC, the New Declining Countries. Hein? C'est vous. It's you. Bon. Et ça, c'était il y a 12 ans, 15 ans. Hein, je crois que c'était à peu près ça, Dominique, on devait être en 97 ou 98. Ce qui est donc en cause, c'est tout un modèle de développement. Et si on remet en cause ce modèle socio-économique qui a 2 siècles ou 2 siècles et demi, vous pensez bien que ça joue sur la solidarité, ça joue sur la fidélité, ça joue sur la foi, ça joue sur l'avenir, ça joue absolument à tous les niveaux. Du moins, c'est ce que je pense. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie de cette réflexion. Et cette réflexion doit être une réflexion en profondeur sur les comportements, sur les marchés, etc., etc. Mais je pose moi, je suis plutôt venu ici pour soumettre à la réflexion de l'ensemble du public et de moi-même un certain nombre de sujets, plutôt que d'apporter des réponses clés en main, ce à quoi je ne crois plus. Alors, ce qui est également caractéristique, c'est ma 5e remarque, c'est que ce qu'on appelle les marchés sont de plus en plus interconnectés les uns aux autres. Ce qui fait que, quand j'évoquais tout à l'heure Frankenstein, c'est comme si aujourd'hui, effectivement, les marchés avaient retourné le lien de subordination qui les unissait aux États, et qu'on exige des États, des souverains, du prince, on exige qu'ils s'expriment dans le langage des marchés. C'est-à-dire qu'ils soient compétitifs, qu'ils soient productifs, que lorsqu'on fait un voyage d'État, on vient vendre des TGV ou des Airbus, etc., etc. C'est-à-dire que aujourd'hui, d'ailleurs, vous prenez la presse, je ne sais pas si c'est le cas de la montagne tous les jours, mais vous prenez la presse, vous entendez une mesure arrêtée par le gouvernement, et les marchés vont-ils l'accepter? C'est notre grand héros, c'est les marchés. Il fut un temps où c'était le peuple.
Maintenant, c'est les marchés. Alors, il se trouve que le mot marché, pour aller peut-être dans le sens des réflexions initiées par Mariette tout à l'heure, le mot marché lui-même est un mot très, très ambigu. Et en français, c'est une langue relativement pauvre, le français. C'est pour ça qu'elle est très précise, parce qu'on est obligé de faire très attention, il n'y a pas beaucoup de mots. L'anglais est une langue beaucoup plus riche. Tout à l'heure, Mariette, je crois que tu as dit, je crois que c'est toi, tu as dit, c'est un deal, il y a un deal. Mais un deal, c'est pas un marché. Un bargain, c'est pas un marché. Sinon, les anglo-saxons n'utiliseraient pas le mot market. Une multiplicité de transactions bilatérales, c'est pas un marché. Un échange entre deux individus, c'est pas un marché. Un marché, c'est quelque chose c'est une entité avec de la transparence, avec un organisme qui vérifie que les règles sont respectées, avec des normes établies, avec, si c'est un marché financier, une banque centrale ou un organisme central qui est susceptible de le réguler, avec une institution type américaine, la Security and Exchange Commission ou l'autorité des marchés financiers en France, pour prendre ces deux exemples, qui contrôle, qui norme, qui peut aussi infliger des peines. Bon. Donc, tout ça, c'est extraordinairement simple pour un certain nombre de gens et assez difficile à comprendre pour nous dans les pays occidentaux et notamment en France. Je me souviens que j'étais à Budapest, je parlais avec le ministre de l'économie et des finances hongrois il y a quelques années, au moment où la banque MTK allait être privatisée. Et je lui demandais comment ça se passait. Il m'a dit c'est épouvantable. Je dis mais pourquoi ? Je pensais qu'il allait me parler du prix. Il m'a dit parce qu'on n'a rien. On ne sait pas qui est l'offre, on ne sait pas qui est la demande. On n'a pas de garantie de paiement ultime. On n'a pas d'organisme central, il n'y a pas de propriété privée. Il faut tout organiser, absolument tout. Il faut que nous construisions un marché. Et nous n'en avons pas. Quand la BNP a été privatisée, la grande question, il y avait ça tous les jours dans la presse, c'est est-ce que les salariés auront un avantage lorsqu'ils vont acheter des actions ou pas ? Tu dois connaître ça 100 000 fois mieux que moi. C'était la seule question parce qu'il y avait un marché. Donc, les pistes de réflexion, parce que je sais qu'il faut être strict. Vous avez dit tout à l'heure, on va déborder l'horaire. Ça ne sera pas de mon fait. Les pistes de réflexion, c'est la première piste de réflexion, c'est organiser des marchés lorsque ces marchés ou ont disparu ou lorsqu'ils sont inexistants. Je vais dire quelque chose qui va peut-être vous paraître un peu curieux, mais le grand capitalisme n'aime pas le marché. Ça l'embête. C'est ennuyeux. C'est beaucoup plus facile d'avoir un marché over the counter, comme on dit en anglais, c'est-à-dire gré à gré, où, je n'ai pas envie de dire ni vu ni connu, hein, pas vu, pas pris, mais où on peut échanger ou faire un deal, que d'avoir à rendre des comptes, publier des comptes, être transparent, etc. C'est terriblement enquiquinant un marché. C'est-à-dire que, curieusement, le marché, c'est une notion beaucoup plus de gauche que de droite. La droite, non mais, puisque ici on a lancé les mots gauche-droite, je suis un tout petit peu provocateur. Un marché, c'est un lieu où on échange, qui est organisé, qu'on contrôle. C'est véritablement un instrument au service du souverain. D'ailleurs, dans l'histoire, j'ai malheureusement pas le temps, mais dans l'histoire, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. À cause de la raréfaction des butins, l'économie de guerre, on est passé à une économie marchande, et le marché, si je ne crois pas me tromper en citant Braudel, lui, il parlait de la bourse en disant c'est la vitrine du capitalisme. Comment voulez-vous prélever des impôts, qui s'appelaient prisés en ancien français, la prisée, je prends, comment voulez-vous prélever des impôts si vous ne voyez pas les flux? D'ailleurs, un marché qu'on ne voit pas, des transactions qu'on ne voit pas plutôt, comment ça s'appelle dans le langage souverain, dans le langage de l'État, un marché noir. On ne le voit pas, donc on ne peut pas prélever d'impôts, donc c'est très mauvais. Bon. La deuxième piste, c'est que si on veut créer des marchés, notamment, puisque j'ai cité les CDS, les Credit Default Swap, vous savez, ces assurances que prennent les financiers qui prêtent à des États au cas où il y aurait une défaillance, pas des États ou à d'autres. Au cas où il y a une défaillance, j'ai pris l'assurance d'être quand même remboursé de mon prêt. Mon ami Charles-Henri en connaît 10 fois plus là-dessus. Ben, c'est en gros, alors ça a fluctué depuis 2008, mais en gros on est à plus de 50 000 milliards, c'est quand même assez considérable. Il faut savoir que le PIB du monde,
c'est aujourd'hui à peu près 70 000 milliards. La totalité des PIB. Si vous faites la somme des PIB de tous les pays du monde, c'est 70 000 milliards. Le seul, entre guillemets, marché, parce que à mes yeux, ce n'est pas un marché, des CDS, des Credit Default Swaps, c'est 55 000 milliards. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, il y avait encore des articles récemment, notamment dans Le Monde, ce qu'on voit, c'est qu'on essaye de détourner les bourses, de faire des plateformes, d'avoir des négociations directes. Oui, oui, mais ou qui ont été... Non, elles n'ont pas été tolérées, parce que sinon, de toute façon, ça se faisait. Ça n'a pas été créé par l'État, ça a été toléré, parce que de toute façon, ça se faisait ailleurs. Dans la mesure où les marchés sont connectés les uns aux autres, c'est exactement comme dans les questions énergétiques. Quand c'est le chien qui va aboyer ou pas? Non. Ça va? J'ai combien de temps encore? Vous aviez un peu de temps encore. Bon, j'ai encore 10 minutes, quoi. Bon. Donc la vraie question, et je vais terminer là-dessus, la vraie question, c'est si on veut répondre à et maintenant où on va, j'ai eu le sentiment que jusqu'ici, mais peut-être je peux me tromper, c'est qu'il fallait absolument y aller ensemble. Mais on ne sait pas toujours où on va. Hein, il faut y aller, mais ensemble. Bon, moi, je trouve qu'il y a un déficit en la matière parce que l'économie a pris le pouvoir et qu'elle ne doit pas prendre le pouvoir. L'économie est un instrument, c'est pas elle qui doit dire où on va. Et pour l'instant, parce que l'économie ne sait pas où elle va. En économie, sur les marchés, on fait un petit peu la même chose qu'en science. On fait de l'expérience jusqu'au bout. On va chercher jusqu'au bout. Sauf si quelqu'un vous dit vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc il y a une vraie réflexion à avoir. Elle est extrêmement difficile. Mais pour terminer sur une note positive, le seul fait que M. Draghi ait dit qu'il allait soutenir, enfin reprendre indéfiniment, est, à mon sens, une formidablement bonne nouvelle. Formidablement bonne nouvelle, et qui restaure la solidarité. Je vous remercie de votre infinie patience.